Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, des liaisons dangereuses. Pour ce podcast inédit, direction les États-Unis et plus précisément le Nouveau-Mexique. C'est là qu'en août 2006, Stephanie Blagg découvre le corps de son mari tué d'une balle dans la tête. Au cours de leurs investigations, les enquêteurs ne tardent pas à découvrir qu'ils sont face à un complot machiavélique organisé de sang-froid par une personne au-dessus de tout soupçon. Des liaisons dangereuses, un nouveau podcast de Chroniques criminelles. Tout commence à Eunice, une petite ville située au sud-est du Nouveau-Mexique, non loin du Texas. Une bourgade américaine réputée pour son industrie pétrolière. C'est une communauté soudée où on se protège mutuellement et où on prend soin des autres. Tout le monde se connaît. On est une grande famille. C'est assez tranquille. Un lieu paisible, sans histoire. Jusqu'à ce terrible jour du 11 août 2006, où la ville va sombrer dans l'horreur. Stephanie Blagg a appelé la police de Nice et elle a signalé que son mari avait été tué. Stephanie était encore dans la maison, là où le crime avait eu lieu. Elle était avec ses deux fils, John Blagg, 16 ans, et Dali Blagg, 12 ans. Sans attendre, la police se rend sur les lieux et découvre le corps sans vie de Darrell, le mari de Stephanie. Les policiers ont trouvé Darrell Blagg à l'intérieur, devant la porte de derrière. Il avait été tué à l'aide d'une arme à feu. Alertée par sa belle-sœur, Rose Doshir arrive à son tour sur les lieux du drame. J'étais en train de me préparer pour partir au rodéo de Lovington. Et puis, Stephanie m'a appelée. Elle m'a dit qu'il était mort, que Darrell était mort. J'ai répondu que ce n'était pas possible. Il était au travail. Elle a dit non. Elle était allée chercher les garçons au parc et elle l'avait retrouvé chez eux. Il était mort. On lui avait tiré dessus. J'ai couru à la porte de derrière. Je ne pouvais plus bouger. Il était allongé là. Il y avait du sang partout, des balles par terre. Et je me suis mise à crier. Il ne bougeait pas. Il ne respirait pas. C'était fini. J'étais très proche de Darrell. C'était mon frère et mon meilleur ami. Darrell avait-il des ennemis? Pourquoi a-t-il été abattu de la sorte? Pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer, la police passe la maison au peigne fin. D'après les premières constatations, aucune trace de lutte. Mais un élément troublant attire l'œil des enquêteurs. On aurait dit que quelqu'un avait relevé la fenêtre et tapé dedans. Il y avait une partie métallique qui était tordue. Ça voulait dire qu'une personne l'avait forcée et s'était enfuie par cette fenêtre. Il semblait que M. Blagg avait été surpris en allant à la porte de derrière. Il avait encore son panier repas à la main. Et comme il était au sol, on pouvait imaginer qu'en ouvrant la porte, il s'était retrouvé face à un individu qui lui avait immédiatement tiré dessus, qu'il était tombé et que cet individu lui avait encore tiré dessus. D'après les premiers éléments dont on disposait, notamment l'endroit où Darrell Blagg avait été abattu, on pouvait déduire que le tueur était probablement un individu que la victime ne connaissait pas. Sinon, il l'aurait invité à entrer, ça ne lui aurait pas posé de problème. Et ce n'est pas tout. Alors qu'ils examinent la scène de crime, ils remarquent une empreinte de pied près du corps de Darrell Blagg.
Sous nos pieds, nous avons des empreintes exactement comme nos mains. Il est donc possible de remarquer certains détails qui peuvent nous permettre d'identifier à qui appartient une empreinte. Il y avait une buanderie à côté de la porte de derrière. Je me suis dit que l'individu qui avait tendu un piège à Darrell Blagg et lui avait tiré dessus s'était probablement caché là. J'ai donc décidé de passer cette pièce au peigne fin pour trouver le moindre indice qui pourrait nous aider. Une trace de sang, une empreinte sur un mur ou sur un objet de la buanderie, n'importe quoi. Dans la chambre du couple, il y avait de nombreuses armes. Des fusils, des armes de poing, des pistolets. Ce n'était pas si étonnant que ça de voir autant d'armes. Par contre, c'était étrange qu'elles soient posées sur le lit. Pour avancer dans son enquête, la police convoque la famille de Darrell au commissariat. En commençant par son épouse, Stephanie. C'est elle qui a découvert le corps. Stephanie Blagg était sous le choc, bien entendu. Elle avait pleuré avant que j'arrive, ça se voyait. Je lui ai demandé de me décrire sa journée, tout ce qui s'était passé entre le moment où elle s'était réveillée ce matin-là jusqu'au moment précis de notre discussion. Elle a commencé par me dire que Darrell s'était mis en colère contre elle la nuit précédente à cause de l'appel d'un ami autour de 22h30. Ça avait réveillé Darrell. Il se lève tôt le matin, entre 5h et 5h30. Ce matin-là, elle lui avait fait des petits gâteaux et elle lui avait préparé son repas du midi. Elle lui avait laissé un petit mot. Et puis, il était parti au travail. Elle avait prévu de lui faire une petite surprise ce soir-là pour que Darrell et elle puissent passer un moment rien que pour eux. Stephanie devait le retrouver à la porte de derrière en nuisette pour passer une soirée en amoureux. Elle a demandé à Dali et John de ne pas être à la maison à ce moment-là, d'aller jouer au parc. Ils ont obéi à leur mère. Ils n'étaient donc pas à la maison quand Darrell est rentré chez eux. Mais il s'est mis à pleuvoir pendant que John et Dali étaient au parc. Alors Stephanie a déclaré qu'elle avait quitté son domicile pour aller les chercher et vite les ramener à la maison pour qu'ils se changent, parce qu'ils devaient être trempés. Mais à ce moment-là, elle est allée vers la porte de derrière et elle l'a vu allongé par terre. Elle a crié. Elle a juste crié. Une dispute, puis un meurtre. Voilà qui éveille la curiosité des enquêteurs. Pour n'écarter aucune piste, ils interrogent Stephanie sur sa vie de couple. Elle leur raconte que sa rencontre avec Darrell a été un vrai coup de foudre. Le frère de Stephanie et Darrell étaient ensemble dans les Marines. Ils sont devenus amis et elle allait le voir. Ils s'entendaient très bien. Ils se sont mariés quand Darrell a quitté les Marines. Ils nageaient dans le bonheur. Elle a commencé par me dire que Darrell et elle avaient été mariés pendant un moment, mais qu'ils avaient divorcé il y a quelques années de ça. En ce moment, ils essayaient d'arranger les choses et ils se fréquentaient de nouveau. Ils voulaient vraiment que ça marche. D'après Stephanie, le divorce serait lié à un événement tragique survenu dans sa vie. Son frère s'était suicidé quelques années auparavant. Elle est tombée en dépression. Elle a commencé à prendre des narcotiques pour soulager la douleur de la perte de son frère. Elle avait fini par divorcer de Darrell. Il lui avait demandé de partir. Elle lui avait laissé la garde de leurs 2 garçons à cause de sa dépendance aux médicaments. Elle avait perdu le contrôle de sa vie. Elle avait perdu son mari, ses enfants. Elle souffrait de graves dépressions. 1 an après leur séparation, Stephanie supplie Darrell de lui laisser une seconde chance. Darrell voulait que ses fils grandissent avec leur mère et il était prêt à l'aider et à lui accorder une deuxième chance. Stephanie a déclaré qu'elle faisait des efforts pour pouvoir profiter de sa famille et qu'avec Darrell, ils avaient l'intention de se remarier. La police poursuit son interrogatoire et s'intéresse maintenant aux armes retrouvées sur le lit. Stephanie peut-elle leur expliquer pourquoi elles étaient sorties? Sa réponse est immédiate. Le couple comptait les vendre. Je lui ai demandé si on pouvait procéder à un test de résidus de poudre sur elle. Et j'ai effectué ce test moi-même. Les résultats sont revenus négatifs.
Stephanie Blagg n'avait probablement pas tiré sur Darrell. J'ai voulu savoir si son compagnon avait des ennemis, une personne qui aurait pu vouloir le tuer. Mais elle m'a répondu qu'elle ignorait s'il en avait. Elle m'a assuré que c'était un homme très apprécié, que ce soit au travail ou dans le voisinage. Une vie sans histoire, pas d'ennemis identifiés. Alors que les policiers s'interrogent, Stephanie leur révèle un détail troublant. Le jour du meurtre, elle aurait aperçu un 4x4 rouge garé tout près du domicile, un véhicule qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Au moment où elle est partie chercher John et Dali, avant que Darrell ne rentre à leur domicile, elle a remarqué ce 4x4 rouge garé à côté de chez eux. Il fallait absolument qu'on suive cette piste. On devait découvrir qui était au volant de ce 4x4 rouge. En attendant d'éventuelles informations sur ce véhicule, les enquêteurs décident d'interroger les enfants de Stephanie. John d'abord. C'est l'aîné, il a 16 ans, et ses déclarations correspondent en tout point à celles de sa maman. Puis vient le tour de Dali, le cadet, âgé de 12 ans. Après avoir décrit la même journée que son frère et sa mère, il ajoute qu'ils se sont rendus à la boutique de la station-service en allant au parc. Pour confirmer ses dires, les enquêteurs se rendent sur les lieux pour examiner la vidéosurveillance et interroger l'employé présent ce jour-là. L'employé nous a confirmé que John et Dali étaient venus avec un autre homme, un certain Billy Kelly. Ce dernier avait été le compagnon de Stephanie Blagg par le passé. Ils étaient sortis ensemble après le divorce de Stephanie et Darrell. À aucun moment, John et Dali ne nous avaient parlé de Billy Kelly ou du fait qu'ils avaient passé du temps avec lui ce jour-là. Pourquoi les enfants n'ont-ils pas évoqué la présence de Billy avec eux? Cache-t-il quelque chose? Et que faisait cet individu avec les enfants le jour du meurtre? Quand j'ai demandé à John qui était Billy, il a répondu que c'était un ami de leur mère. J'ai voulu savoir pourquoi elle ne m'avait pas dit qu'ils étaient avec lui. Mais il a répondu que ça lui était sorti de la tête. Il a essayé de changer de sujet en prétextant qu'il n'y avait pas pensé. Même chose pour Dali. Les enquêteurs sont persuadés que les enfants en savent beaucoup plus que ce qu'ils racontent. Alors, ils décident d'interroger Stephanie sur ce fameux Billy. Elle m'a dit qu'ils avaient eu une histoire au moment de son divorce avec Darrell. Elle a déclaré que sa relation avec Billy, c'était de l'histoire ancienne. Lui aurait voulu que ça continue. Mais de son côté, elle ne voulait pas que ça aille plus loin, et elle souhaitait seulement arranger les choses avec Darrell. Sauf que Billy était têtu et il était bien décidé à se remettre avec Stephanie. J'étais persuadé qu'elle cachait des informations essentielles pour résoudre cette affaire. Mais je savais que je finirais par obtenir ces informations. Est-ce qu'il était en ville? Vous l'avez vu? Oui, on a discuté. Où est-ce que vous l'avez vu? Il est passé à la maison et je lui ai rendu les photos de nous. Il m'a demandé de me remettre avec lui, mais j'ai dit non. Il est venu pour voir les garçons et pour se remettre avec moi. Le jour du meurtre, ses enfants lui auraient demandé si Billy pouvait les accompagner au parc, et Stephanie aurait accepté. Puis ils seraient tous rentrés ensemble quand il s'est mis à pleuvoir. Il est entré dans la maison? Oui, on est tous rentrés. Il a dit qu'il devait passer aux toilettes. John voulait y aller aussi, mais je lui ai dit d'attendre. Et Billy est allé à l'arrière. C'est là qu'il est tombé sur le corps de Darrell. Il était mort. Il est revenu dire à Stephanie que Darrell était dans le couloir. Elle s'est mise à crier, à dire que Darrell était mort. Ensuite, elle a déclaré que Billy était parti par la fenêtre. Il a couru jusqu'à sa voiture, qui était garée sur le parking du magasin, juste derrière la maison des Blagg. Il est donc parti en vitesse. Pour les enquêteurs, cette histoire ne tient pas la route, et l'ex-petit ami devient un potentiel suspect. C'est Billy? Quoi? Billy a fait ça? Non. S'il a fait ça, c'est quand j'étais pas là. Billy ne possède pas d'armes. Mais il aurait pu prendre une des armes qui était chez vous. S'il avait pu entrer et s'il avait su où elles étaient, oui.
Répondez, c'est Billy? Non! Cette histoire était en contradiction totale avec la première version que Stephanie Blagg m'avait racontée. La mère de famille a-t-elle quelque chose à cacher? Les enquêteurs en ont l'intuition. Mais ce n'est pas suffisant pour l'arrêter. En revanche, et afin de gagner du temps pour leur recherche, ils l'inculpent pour possession de drogue et la mettent derrière les barreaux. Ils se lancent ensuite à la recherche de Billy Cayley, qu'ils retrouvent au Texas, employé dans un magasin. Interpellé à son tour, il est conduit au commissariat le plus proche pour y être interrogé. Il nous a raconté qu'il était venu à Eunice, qu'il en avait discuté avec Stephanie au téléphone. Elle était au courant. Il y allait pour récupérer des affaires à lui. Ensuite, il a déclaré qu'il s'était baladé en voiture dans la ville avec John et Dali. Ils ont fait un arrêt à la station-service. Et puis, il a vu Darrell passer en voiture. D'après son témoignage, il aurait eu peur qu'il s'en prenne à lui. Alors il n'a pas pris d'essence. Il voulait simplement partir. Et c'est ce qu'il a fait. Il est allé au parc. Stephanie est arrivée peu de temps après parce qu'elle voulait récupérer John et Dali. Elle lui a proposé de passer à la maison. Mais Billy n'a pas voulu les suivre à cause de Darrell. Elle lui a répondu que Darrell avait une course à faire, qu'il n'était plus à la maison. Alors Billy a fini par accepter. À l'intérieur, il est allé aux toilettes. Et c'est à ce moment-là que Billy aurait découvert le corps sans vie de Darrell. D'après lui, Darrell était déjà mort. Billy est parti tout de suite après. Stephanie a dit que Billy était obligé de partir parce que sinon, la police aurait eu toutes les raisons de penser que c'était lui qui avait tué Darrell. Alors qu'il l'écoute dérouler son récit, les enquêteurs remarquent un tatouage sous sa chemise. Je lui ai demandé de déboutonner sa chemise, qu'on puisse le voir. Il avait un tatouage avec le prénom de Stephanie sur toute la poitrine. Quand on décide de se faire tatouer le nom d'une personne sur le corps, ça signifie qu'on se sent intimement lié à cette personne. Pour moi, ce tatouage, ça voulait dire qu'il était prêt à tout pour elle. Aurait-il pu tuer pour Stephanie? En réexaminant les vidéos de surveillance de la station-service pour vérifier les allées et venues de chacun, les policiers comprennent vite que cela paraît peu probable. Mais, d'après la scène de crime et la façon dont Darrell avait été abattu, c'était impossible que Billy soit allé à la station-service puis chez les Blagg, qu'il se soit caché pour surprendre Darrell et l'abattre au moment où il a passé la porte. Soit Billy avait un ou plusieurs complices, soit il était au courant que ce meurtre allait avoir lieu. Ce n'était qu'une hypothèse, mais j'étais convaincu que ce n'était pas Billy Cayley qui avait appuyé sur la gâchette. Dos au mur, les enquêteurs cherchent une nouvelle piste. Ils se concentrent sur les collègues de Darrell. La victime travaillait dans une entreprise spécialisée dans la réparation de puits de pétrole. La police part interroger son employeur. Il nous a simplement expliqué que Darrell travaillait avec 2 collègues latinos, que c'était un peu le patron de l'équipe, et qu'avant de rentrer chez lui, il les déposait chez eux. Les enquêteurs se rendent chez les collègues de Darrell, et surprise, en arrivant sur place, ils découvrent un 4x4 rouge garé dans l'allée, comme celui décrit par Stephanie lors de son interrogatoire. Mais les collègues de la victime ont une explication. L'un d'eux avait oublié son portefeuille dans la voiture de Darrell. Alors ils sont allés à son domicile pour le récupérer. Alors ils sont montés dans leur 4x4. C'était le rouge qui était dans l'allée. Et ils se sont rendus chez leurs collègues. Darrell ne fermait jamais le véhicule à clé. Alors il a ouvert la porte, il a pris son portefeuille et ils sont repartis. Ils appréciaient beaucoup Monsieur Blagg. Sa mort les avait profondément attristés. Ils ont déclaré qu'ils ne savaient pas qui avait pu faire ça. C'était quelqu'un de bien, il n'avait pas d'ennemis au travail. Je n'avais aucune raison de croire qu'il me mentait. Les enquêteurs sont donc de nouveau dans l'impasse, avec pourtant une conviction,
Stéphanie n'est pas étrangère au meurtre. Alors il décide de réentendre les enfants du couple. Peut-être qu'un détail leur reviendra. Au fil de nos entretiens, John me faisait un peu plus confiance et il a commencé à être un peu moins sur la défensive. Il m'a raconté encore une fois qu'ils étaient allés au parc et je lui ai demandé s'il avait vu le 4x4 rouge que Dali avait aperçu. Il m'a répondu que oui. Quand je lui ai demandé s'il savait qui était au volant, il a dit que c'était peut-être le Mexicain qui avait parlé à sa mère. Je l'ai arrêté. De quel Mexicain il parlait? Il y avait un Mexicain chez eux? Il m'a répondu que oui, et qu'il ne l'avait jamais vu avant. Alors j'ai voulu savoir à quoi il ressemblait. D'après lui, il était chauve et il portait un t-shirt blanc. Mais aucun des deux collègues de Darrell n'est chauve. Il s'agit donc d'une troisième personne présente sur la scène de crime. Je lui ai demandé ce qu'il faisait avec sa mère. Apparemment, elle lui montrait des armes sur le lit dans leur chambre. Il savait que c'est ce qu'il faisait parce qu'il les avait surpris. Mais quand sa mère l'a vu, elle lui a dit de partir tout de suite. Quand il m'a raconté ça, les idées se sont bousculées dans ma tête. Cet homme était peut-être impliqué. Les enquêteurs ont désormais un nouveau suspect. Il faut absolument l'identifier. On a passé le mot dans tous les commissariats de la région. On voulait mettre la main sur un suspect chauve d'origine mexicaine qui pourrait avoir un lien avec notre affaire de meurtre. Mais c'est peine perdue. Aucun signalement valable ne leur parvient. Alors qu'ils cherchent désespérément comment confondre Stéphanie, un événement va relancer l'enquête. Rose Doshir, la sœur de la victime, s'occupe dorénavant de ses neveux, en attendant des décisions de justice concernant leur mère. Alors qu'elle rangeait leurs affaires, elle retrouve un mot dans la poche d'un pantalon appartenant à Dali, le plus jeune fils. Je l'ai ouvert et il y avait un gros rat avec écrit « Sois pas une balance ». C'était l'écriture de Stéphanie. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. Les deux garçons avaient défendu leur mère depuis le début de l'affaire et elle les menaçait. Ce mot met en lumière sa personnalité. Stéphanie est sans doute une personne antisociale. Elle a un comportement antisocial complètement assumé. Ses enfants veulent sûrement faire plaisir à leur mère, mais ils ont également peur de ce qu'elle est capable de faire. Ce mot de menace retrouvé dans les affaires de Dali ne suffit pas à inculper Stéphanie de meurtre, mais il permet d'obtenir un mandat pour chercher d'autres preuves. On a obtenu un mandat pour prendre les empreintes de pieds de Stéphanie Blagg. On voulait pouvoir les comparer avec la trace de pied qu'on avait retrouvée dans le sang près du corps de Darrell Blagg sur la scène de crime. D'après le labo, c'était effectivement le pied de Stéphanie Blagg qui avait marché dans le sang. Ça confirmait définitivement un fait essentiel. Stéphanie avait été très proche du corps de Darrell peu de temps après sa mort. Je me suis demandé si c'était elle qui l'avait tué. Est-ce que ses enfants le savaient ou pas? Peut-être que cette histoire avec le Mexicain était une invention. Ou peut-être qu'il n'avait absolument rien à voir dans cette histoire et que c'était Stéphanie. Et c'est pour ça qu'elle leur avait dit de ne pas parler. Les enquêteurs estiment avoir suffisamment de charges contre la mère de famille. Stéphanie Blagg a été inculpée pour meurtre. Mais l'accusé nie toujours. Alors qu'ils sont à la recherche d'éléments pour consolider leur dossier d'accusation, les enquêteurs reçoivent une aide inespérée. On a reçu un coup de fil d'un collègue du Dakota du Sud. Le policier nous a dit qu'une femme avait déclaré avoir des informations sur le meurtre de Darrell Blagg. Son compagnon, Juan Muro, serait l'homme qui a tué Darrell Blagg. Sans attendre, les enquêteurs se rendent dans le Dakota du Sud pour interroger cette témoin providentielle. La compagne de Juan avait peur de se faire tuer parce qu'il l'avait menacée. Si elle répétait quoi que ce soit, il lui ferait subir la même chose. Il se vantait de n'avoir pas été arrêté. Personne ne se doutait de rien. Elle raconte aux enquêteurs que la veille du meurtre,
3 personnes se sont réunies pour mettre au point un plan machiavélique. Cette femme a confirmé que c'était un coup monté, que toute cette histoire avait été planifiée. Plusieurs personnes étaient impliquées. Sa compagne était présente à la réunion. Juan était là. Billy était là. Et donc, Stephanie était là. Il voulait tuer Darrell. Stephanie avait toujours voulu être avec Billy. Elle se servait simplement de Darrell pour être auprès de ses enfants. Juan devait tuer Darrell en échange de $500 et de quelques armes. On a aussi découvert que Dali Blagg était présent à la réunion de préparation du meurtre. Le plus jeune des fils Blagg disposait donc d'informations sur le futur meurtre de son père que plusieurs personnes projetaient de commettre. C'est très grave. Est-ce qu'il y a cru ou pas? Est-ce qu'il s'était mis d'accord avec Stephanie pour ne pas parler de ça? C'est horrible qu'une mère fasse ça à son enfant. Ça a dû être terrible pour lui. Il devait être extrêmement mal à l'aise. Sa mère l'a manipulé pour qu'il ne dise rien. Le jour du meurtre, Juan attendait Darrell chez lui pour le tuer. Au moment où le père de famille entre dans son domicile, pensant retrouver sa compagne, Juan lui tire dessus à 4 reprises. Stephanie Blagg, je lui tire mon chapeau. Elle avait pensé à tout et elle était allée au bout. Elle s'était assurée que tout se passe exactement comme elle l'avait prévu. Elle avait dû improviser le jour du meurtre, par exemple, quand ses enfants étaient rentrés à la maison. Mais ça ne l'avait pas empêché de suivre le plan qu'elle avait mis au point. Elle a un cœur de pierre, je n'ai aucun doute là-dessus. Elle s'est servie de ses enfants pour mener à bien son plan. Elle avait besoin que ses enfants soient là quand Billy irait à l'arrière de la maison. Tout était prévu, dans les moindres détails. Ils s'étaient mis d'accord. Elle n'a pas une once de morale. Elle ne mérite pas d'être mère. Après ces révélations, Juan Muro est arrêté à son tour pour le meurtre de Darrell Blagg. Juan est passé aux aveux. On avait enfin réussi à reconstituer le puzzle. Condamné pour meurtre, il écope de 16 ans de prison. De leur côté, Stephanie Blagg et Billy Cayley n'écopent que de 7 ans de prison ferme pour leur rôle dans l'organisation de ce guet-apens. J'avais fait une promesse à Darrell sur sa tombe. Je lui avais juré que la vérité éclaterait, que tout le monde saurait qu'il ne méritait pas ça. Et Dieu merci, j'ai pu tenir ma promesse. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.